Pasteur a toujours raison. En fait, c'est un dogme, c'est une croyance, on ne remet pas Dieu en cause. Vous savez, Pasteur, il est temps de le démystifier, ce cher Pasteur. Louis Pasteur. Il se lavait les mains 60 fois par jour. Il avait ce qu'on appelle un TOC, ou une névrose phobique. Il avait peur des microbes. Voilà ce qu'est Pasteur. Le cas, on nous dit que Pasteur a guéri de la rage le petit Meissner. Quand on voit l'histoire du petit Meissner, c'est vrai qu'il a été mordu par un chien. Bon. Le frère du petit Meissner a été également mordu par un chien. Un copain du frère du petit Meissner a été mordu par le même chien. Seul le petit Meissner, l'un des enfants Meissner, a été vacciné. Et on nous a dit, parce que Pasteur était très fort pour ce qui était de l'aspect commercial et mercantile des choses. Ça, c'était un génie. Parce qu'il arrivait à convaincre les gens avec des choses fausses, en disant que c'était des vérités. Eh bien, le petit Meissner, en fait, le chien n'était pas enragé, puisque le frère et le copain ont été mordus par le même chien, ils n'ont pas eu de vaccin, ils ne sont pas morts. Donc la seule conclusion qui s'impose, Pasteur a menti. Mais il a menti bien d'autres fois, Pasteur. Le ver à soie, je lui reconnais ce mérite, ok. Mais pour le reste, pour les vaccinations, vous savez, je travaille sur les vaccins depuis 35 ans, et j'essaye encore de trouver un vaccin qui ait apporté la preuve de son efficacité, et je n'en trouve pas. Et d'autres confrères avec qui je discute disent la même chose. Tout ce que vous avez dit là, c'est des choses qui sont entre guillemets plus ou moins connues, pas de tout le monde et loin de tout le monde, mais il y a encore des choses qui sont vraiment secrètes. Et 2 médecins aux États-Unis ont payé de leur vie au mois de juin-juillet 2015, donc tout récemment. Ils ont découvert qu'il y avait des produits dans... Alors, on a, sur nos sites, on a des explications sur tout cela, c'est trop long. Ils ont découvert qu'il y avait dans les vaccins des produits qui empêchaient l'organisme de lutter contre les cancers. Donc, non seulement ils mettent des produits cancéreux, et il y en a des quantités, on vient de le voir, mais il y a secrètement un produit qui est introduit dans les vaccins pour empêcher le système de défense immunitaire normal du corps humain, qui va logiquement lutter contre les cancers. On en fait tous les jours des cancers, on lutte contre et on n'en a pas, Dieu merci. Mais en mettant ce produit, on empêche l'organisme de le faire, ce qui facilite donc la prolifération des cancers. Ces 2 médecins ont été retrouvés morts au moment où ils devaient faire cette publication. Et depuis juin 2015, on en a une 50aine de médecins qui veulent dénoncer la composition des vaccins et notamment ce problème. On en a une 50aine de disparus, de suicidés, d'accidents de voiture ou de carrément assassinés, puisque tout dernièrement, ces jours-ci, un médecin a été retrouvé assassiné avec toute sa famille. Voilà. Que des médecins qui veulent remettre à plat ce problème des vaccins. Alors docteur, j'espère qu'on va se retrouver prochainement et que vous n'avez pas des tendances suicidaires. Pour le vaccin ROR, ça a été aussi connu, des rétrovirus, des contaminations par des rétrovirus. Qui dit rétrovirus dit possibilité de cancérisation en plus, comme s'il n'y avait pas assez de phénomènes de cancérisation, on les augmente. Et alors concernant l'ADN, la contamination des cultures par de l'ADN, eh bien on retrouve des traces de benzonase, qui est une enzyme que l'on retrouve dans les vaccins, et cette enzyme est capable de couper les acides nucléiques ADN, ARN, et c'est la preuve de son utilisation dans le processus de fabrication des vaccins. Ça c'est grave, couper, il y a assez des rayonnements ionisants pour couper les... C'est très grave, c'est très grave. Alors tous les types de cellules, tous les types de cellules continues, c'est-à-dire Véro et CHO, sont concernés par la contamination par de l'ADN. On voit d'ailleurs maintenant avec les vaccins contre le cancer du col, on a retrouvé dans le cerveau de l'ADN hétérogène. C'est-à-dire qu'on est en train de déshumaniser l'être humain, ni plus ni moins. On a notre propre ADN, mais on en rajoute de l'ADN étranger, et notamment de l'ADN animal. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est... Enfin, il y a des... Comment dire? On est en train de travailler
depuis plusieurs années, et un bouquin vient de sortir sur la marchandisation des produits issus des avortements humains. Puisqu'on fait à partir des cellules, alors vous avez les cellules de, notamment le sérum de veau, le sérum fœtal de veau, vous avez le sérum humain qui sert comme milieu de culture, comme accélérateur, parce que ce n'est pas suffisant. Ils ont les cellules cancéreuses, mais il faut encore ajouter du sérum fœtal, humain, enfin animal ou humain. Alors animal, ça peut être du porc, ça peut être du rat aussi, et on est loin de tout savoir là-dedans, parce qu'ils ont aussi leur propre vécu, ces animaux. Alors, on sait par exemple que pour le sérum fœtal humain, aucun scientifique ne peut affirmer que dans 30 ans, un enfant qui a reçu un vaccin préparé à partir de sérum humain ne va pas développer dans 30-40 ans une maladie de Creutzfeldt-Jakob. On ne le sait pas. On n'a aucune preuve scientifique. Voilà où on en est. Donc on est dans l'inconnu la plus totale. Contamination par des rétrovirus, qui dit rétrovirus dit possibilité de cancérisation en plus, comme s'il n'y avait pas assez de phénomènes de cancérisation, on les augmente. Et alors concernant l'ADN, la contamination des cultures par de l'ADN, eh bien on retrouve des traces de benzonase, qui est une enzyme que l'on retrouve dans les vaccins, et cette enzyme est capable de couper les acides nucléiques ADN, ARN, et c'est la preuve de son utilisation dans le processus de fabrication des vaccins. Ça c'est grave, hein, couper. Il y a assez des rayonnements ionisants pour couper les. C'est très grave. C'est très grave. Alors tous les types ADN, de cellules, tous les types de cellules continues, c'est-à-dire Véro et CHO, sont concernés par la contamination par de l'ADN. On voit d'ailleurs maintenant avec les vaccins contre le cancer du col, on a retrouvé dans le cerveau de l'ADN hétérogène. C'est-à-dire qu'on est en train de déshumaniser l'être humain, ni plus ni moins. On a notre propre ADN, mais on rajoute de l'ADN étranger, et notamment de l'ADN animal. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est... Enfin, il y a des... Comment dire? On est en train de travailler depuis plusieurs années, et un bouquin vient de sortir, sur la marchandisation des produits issus des avortements humains. Puisqu'on fait à partir des cellules... Alors, vous avez les cellules de... notamment le sérum de veau, le sérum fœtal de veau, vous avez le sérum humain qui sert comme milieu de culture, comme accélérateur, parce que ce n'est pas suffisant. Ils ont les cellules cancéreuses, mais il faut encore ajouter du sérum fœtal, humain, enfin animal ou humain. Alors animal, ça peut être du porc, ça peut être du rat aussi, et on est loin de tout savoir là-dedans, parce qu'ils ont aussi leur propre vécu, ces animaux. On sait par exemple que pour le sérum fœtal humain, aucun scientifique ne peut affirmer que dans 30 ans, un enfant qui a reçu un vaccin préparé à partir de sérum humain ne va pas développer dans 30-40 ans une maladie de Creutzfeldt-Jakob. On ne le sait pas. On n'a aucune preuve scientifique. Voilà où on en est. Donc on est dans l'inconnu la plus totale. J'avais en 2000 envoyé une sommation, adressé, pardon, c'est le terme exact, une sommation interpellative il y a 15 ans, en 2000, à M. Lionel Jospin, Premier ministre. Ça a été édifiant, ce serait à publier l'humour avec lequel l'huissier de justice a retraduit toutes les démarches qu'il a effectuées au niveau du ministère. Cette sommation interpellative par rapport au sang, par rapport au sérum de veau, l'utilisation du sérum de veau dans les vaccins et tous les problèmes avec la viande qui se posaient. Eh bien, la seule personne qui a accepté cette sommation, ça a été le général responsable de l'état-major du ministère. Vous voyez le niveau. Plus on est incompétent, plus on devient responsable, quoi. En gros, c'est ça. Bien, Madame Marisol Touraine
C'est une ministre et comme tout ministre, elle est capable de tenir plusieurs langages. Maintenant, vous posez la question de la vaccination, il ne faut pas oublier que nous sommes au pays de Pasteur et que la vaccination, c'est un dogme, c'est donc une vérité entre guillemets érigée comme un dogme, tel un dogme, et c'est ni plus ni moins qu'une religion d'État. Car les médecins n'ont pas à discuter de la vaccination, d'ailleurs ça ne se discute pas, c'est ce que nous dit Madame Marisol Touraine, et le médecin qui a le culot de donner un avis contraire est poursuivi pour délit d'opinion, parce qu'en France on ne peut avoir qu'une seule opinion en matière de santé. Docteur, c'est important ce que vous dites là, les délits d'opinion, ça va pas loin, On va pas radier un médecin sous prétexte qu'il a donné son avis sur les vaccins. Malheureusement, si, monsieur. Et là, nous allons parler au cours de ces entretiens de la collusion, de la corruption qui concerne toutes nos institutions sanitaires. Il ne faut pas oublier que la Cour des comptes avait d'ailleurs reconnu en septembre 2001 dans son analyse du budget de la sécurité sociale que la politique du médicament était inféodée au lobby pharmaceutique. Je suis le docteur Alain Scoï, je suis né en 1947. J'ai vécu la plus grande partie de mon enfance dans les banlieues parisiennes, un peu défavorisées, dans des HLM à Asnières et à Épinay-sur-Seine. Et puis j'ai eu la chance de faire mon lycée au lycée pilote d'Enghien-les-Bains, qui était vraiment un établissement un peu hors pair. Et je me suis tourné vers la faculté de médecine de Montpellier pour apprendre mon métier. Donc j'ai fait mes études à Montpellier et j'ai passé ma thèse de doctorat en médecine au mois d'octobre 1973. Le 15 décembre 1973, donc quelques mois après, je m'installais comme médecin généraliste à Salcurant, dans l'Aveyron, un petit village situé à 40 km environ de Millau, à 40 km de Rodez, à vol d'oiseau. Bon, alors à Salcurant, je me suis retrouvé médecin généraliste d'un petit village à 40 km de la ville la plus proche, de la clinique la plus proche. Et par conséquent, j'ai été amené à pratiquer véritablement la médecine générale. Et ça commençait par l'obstétrique, on faisait le suivi des femmes enceintes. J'allais les accoucher dans la clinique, soit de Millau, soit de Rodez. Et puis, je faisais le suivi des bébés, donc toute la pédiatrie, toute la diététique du bébé, les enfants, les adultes, les vieillards, l'accompagnement aux mourants. On faisait absolument une médecine très, très, très complète et c'était un travail extrêmement intéressant. À l'époque, j'étais jeune et c'était pour moi une grande fierté d'être responsable d'un village entier. Et Et bien sûr, je pratiquais la médecine telle qu'on me l'avait enseignée, avec les antibiotiques, la cortisone, les anti-inflammatoires, toutes les substances officielles. Et j'étais d'ailleurs très ami avec mon pharmacien, puisque j'étais un bon prescripteur, et pour cause. J'étais aussi le médecin des pompiers, j'assurais les campagnes de vaccination systématiques et obligatoires dans les écoles avoisinantes et celles de Salcurant. Alors il faut savoir, le pays était très rude. L'altitude, c'était entre 900 et 1100 mètres d'altitude. C'était un plateau granitique battu par les vents, avec des hivers qui duraient du mois d'octobre jusqu'au mois de mai inclus, avec des fois des chutes de neige très très importantes encore au mois de mai. Mais il faut dire quand même que c'était pas très pollué. Encore à l'époque, il n'y avait pas autant de pesticides qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tant d'engrais, c'était une région d'élevage. Euh, les paysans tuaient leurs cochons chaque année. C'était encore assez traditionnel, on peut dire. Pourtant, j'ai été absolument stupéfait de constater dès ma première année d'activité dans ce village la mauvaise santé des enfants que je suivais donc de A jusqu'à Z. J'avais en moyenne entre 10 et 20 naissances par an. Donc c'était déjà une bonne base de travail et une bonne base d'évaluation. Et
ces enfants auraient dû être acclimatés. Ils étaient dans ce pays au travers de leur généalogie, de leurs ancêtres depuis toujours. Or, ils étaient malades entre 20 et 25 jours par mois, et c'était des maladies particulièrement graves, puisque ça allait de la bronchiolite asphyxiante, de la laryngite trétuleuse, des gastro-entérites, des déshydratations aiguës. Ça n'arrêtait pas, et des fièvres à 40, et c'était sans arrêt des antibiotiques, de la cortisone, et au point que très très vite, je me suis tourné vers l'homéopathie pour essayer d'avoir d'autres solutions thérapeutiques, parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin tous ces médicaments-là. Et puis, malheureusement, l'enfant retombait malade 8 10 jours après, c'était toujours pareil, quoi. Hein. Et par conséquent, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, c'est pas normal. Je ne pouvais pas accepter une situation pareille. Et donc, mon premier réflexe, ça a été de remettre en cause l'alimentation. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, les pédiatres arrivaient progressivement sur le marché de la médecine générale. Et ils prenaient petit à petit une influence de plus en plus prépondérante par rapport au suivi des enfants, et en particulier dans les villes. Et les généralistes qui tentaient de conserver leur clientèle, évidemment, récupérer leurs recettes, leurs innovations. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'allaitement maternel n'était pas du tout à la mode. On donnait des biberons à tous les enfants, et très très tôt, on les mettait à la viande, à l'alimentation diversifiée. Des choses même aberrantes quelque part, puisque les prématurés, au lieu de leur donner du lait, on leur donnait du jus de viande, soi-disant que c'était plus digeste. Voilà. Et donc mon premier réflexe a été de me dire, ben, peut-être c'est cette alimentation un peu trop moderne qui les perturbe, qui les fragilise. Et par conséquent, pendant des mois, j'ai bûché les livres du docteur Paul Carton, et j'ai essayé de revenir à plus de bon sens, à plus de naturel. Et donc j'ai demandé aux mamans d'allaiter leurs enfants au moins jusqu'à 6 mois complètement, et puis ensuite progressivement d'introduire une alimentation diversifiée mais extrêmement douce, avec de l'œuf en mélange, avec des aliments déconcentrés par des cuissons à 2 eaux, etc. Et j'ai fait ça pendant 1 an environ, et au bout d'1 an, j'ai constaté que ben non, il n'y avait pas la moindre amélioration. C'était toujours la même chose. Et c'est alors que je me suis dit, il y a quand même autre chose. Bon, et alors c'est toujours à Salcurant que j'ai fait une découverte absolument incroyable, et qui a complètement bouleversé toute ma vie à ce moment-là. Et je crois que c'est une découverte que très peu de médecins ont fait. Parce que en tant que, en tant que généraliste, je suivais les enfants, et évidemment je les pesais, je les mesurais chaque mois. Et puis, je notais ça sur le carnet de santé, mais quelque part, je notais sans prendre conscience d'une réalité incroyable, c'est que un petit bébé s'agrandit et s'agrossit. Et bon, ça vous allez me dire, c'est normal, tout le monde le sait, mais ça grandit de 4 à 5 centimètres par mois, et ça grossit de 500 grammes à 1 kilo par mois les 9 premiers mois de la vie. Et cette poussée de croissance qui est absolument colossale, elle est évidemment très 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 dévitalisante et fatigante. Enfin, elle ne devrait pas être dévitalisante, mais elle est très fatigante pour l'enfant. On sait parfaitement que l'enfant mesure environ 50 centimètres à cette époque-là, à la naissance. On sait qu'un adolescent de 1,50 m qui grandit de 1 cm par mois est épuisé. Et là, imaginez, faites une règle de 3, imaginez un adolescent qui grandisse de 12 à 15 cm par mois, mais il va être grabataire. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement, que les bébés ne marchent pas avant je ne sais quel âge, avant 1 an en général. Bon. Et donc j'ai découvert ça. J'ai découvert que, eh bien, ces bébés grandissaient et grossissaient de façon incroyable. Ils avaient une poussée de croissance tout à fait exceptionnelle, et ça jusqu'à l'âge de 9 mois. Et je me suis dit, pendant cette période, ces 9 premiers mois, on leur inocule des maladies atténuées, artificielles, au travers des vaccins. Alors, je n'ai jamais remis en cause à cette époque-là l'intérêt des vaccinations. Je me suis dit simplement, ben,
peut-être qu'il n'y a pas d'urgence pour les vacciner contre le tétanos, la diphtérie, la polio ou des choses comme ça avant 9 mois. On a le temps. On peut commencer les vaccinations seulement après avoir passé cette poussée de croissance colossale. Et donc j'ai demandé aux mamans, j'ai prévenu les mamans, je leur ai dit écoutez, si vous êtes d'accord, on va attendre qu'ils aient 9 mois pour commencer les vaccinations systématiques et obligatoires, que ce soit le BCG, que ce soit le tétracoque, etc. Les 2 années qui ont suivi, je n'ai pratiquement plus fait que des visites systématiques où je pesais, je mesurais les enfants. Il n'y avait plus jamais de maladie aiguë, sauf éventuellement quand il y avait une percée dentaire, une petite poussée de fièvre qui guérissait spontanément avec un petit peu d'aspirine. Donc c'était vraiment un changement ahurissant pour moi. Et là, je crois que j'ai fait un premier pas vers une remise en cause de la médecine officielle. En juin 1978, j'ai quitté Salcurand, j'ai quitté l'Aveyron pour venir m'installer comme homéopathe à Orange dans le Vaucluse. Il faut savoir que les paysans n'étaient pas très portés sur l'homéopathie, c'était pas trop leur truc. Et moi, c'était quelque chose une pratique qui me passionnait, étant bien clair que pour moi à l'époque, l'homéopathie n'était pas une médecine à part entière, c'était simplement une thérapie qui était plus respectueuse de la vie et de la réalité. Et je vais rester à Orange jusqu'au 1er avril 1996, date à laquelle j'ai démissionné suite à mon conflit avec le Conseil de l'Ordre. Pendant toutes ces années, en plus de l'homéopathie, j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise, j'ai pratiqué l'acupuncture et je me suis mis à la psychanalyse. Lorsque je suis arrivé à Orange, j'étais évidemment toujours convaincu de l'utilité des vaccinations, mais de cette nécessité de ne les pratiquer qu'à partir de 9 ou 10 mois seulement chez les enfants. Et un jour, un de mes clients vient me voir et me dit écoutez docteur, je voudrais vous faire confiance, j'ai pas envie de remettre en cause ce que vous m'expliquez, mais en même temps je suis pas vraiment pour les vaccins et j'ai pas envie de vacciner mes enfants, donc je vous propose un accord, si vous voulez. Je vous prête un livre et vous le lisez, et vous me faites dans le même temps une ordonnance pour que j'aille acheter les vaccinations à faire à mes enfants. Et je vous donne ma parole que je garde ces vaccins au frigo à plus 4 degrés, que à la minute où vous me téléphonez, quand vous le déciderez, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, eh bien, même si c'est la nuit, à n'importe quelle heure, je prends mes enfants avec moi et j'amène les vaccins et vous pourrez les vacciner. Bon, apparemment, il n'y avait pas de piège dans cette histoire-là, donc je lui dis d'accord. Et le livre, c'était le livre du docteur Fernand Delarue sur l'intoxication vaccinale. C'était un livre basique. Et effectivement, j'ai commencé la lecture de ce livre. Et très rapidement, le doute s'est installé en moi par rapport à l'utilité des vaccinations. Et il me faudra encore des années pour comprendre à quel point le problème des vaccins est discutable. Mais déjà à l'époque, Fernand Delarue proposait des études statistiques qui étaient quand même vraiment choquantes. Par exemple, par rapport au vaccin antivariolique, il donnait l'exemple de la vaccination aux Philippines. En 1905, la variole était endémique et il y avait environ 10% de mortalité par an à cause de la variole dans les Philippines et dans l'ensemble de ces îles. Et c'est en 1905 que commencent les premières campagnes de vaccination antivariolique massives. Et immédiatement après le début de cette campagne de vaccination massive, probablement en lien avec la mise en route de cette campagne, une épidémie de variole se déclenche et cette épidémie va tuer, si mes souvenirs sont bons, 25% de la population. Donc une épidémie d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et bon, la médecine officielle est sûre d'elle et donc elle dit c'est parce que vous n'êtes pas encore assez couvert, il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées et c'est pour ça. Et donc on continue la campagne de vaccination massive et on arrive à un taux
de couverture vaccinale, pour reprendre les termes officiels, de 95% sur la plupart des îles des Philippines. Et en 1925, une nouvelle épidémie de variole se déclenche dans les Philippines, et cette fois-ci, c'est 54% de la population qui est décimée, qui est tuée, qui meurt de cette maladie. Et il faut savoir que la capitale, Manille, était, de toute évidence, la région où la couverture vaccinale était la plus importante. Elle devait avoisiner les 97-98%. Et là, dans la capitale, la mortalité atteint 65,3%. Et paradoxalement, une petite île des Philippines, l'île de Mindanao, a refusé la vaccination pour des raisons religieuses. Et dans cette île, l'épidémie a sévi également, mais il n'y a eu que 11,4% de décès au lieu de, je vous rappelle, 65,3% à Manille. Donc, j'ai commencé à me dire, oui, ces vaccinations, peut-être c'est pas si efficace que ça. Et donc, j'ai téléphoné à mon client en lui disant, écoutez, non, vous pouvez jeter les vaccins, je vais arrêter de vacciner. Et à partir de cela, de ce jour, j'ai refusé de faire la moindre vaccination à qui que ce soit. Lorsque les gens voulaient vacciner leurs enfants, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne pratique pas. Vous allez voir un autre médecin qui vous fera ces vaccinations. Voilà. Et j'ai quand même commencé à œuvrer de manière souterraine pour essayer de mettre le doute, en quelque sorte, chez mes patients, de leur expliquer, de réfléchir avant de faire cet acte-là. J'étais encore très très loin de la vérité. Je la comprendrai que 18 ans plus tard, en 1997, avec un article du docteur Garnier du Centre antipoison de Paris par rapport à l'aluminium. Donc le docteur Garnier écrit dans le Concours médical, donc qui est un journal extrêmement sérieux, qui est distribué plus ou moins gratuitement à tous les médecins, et il explique, donc je crois que c'est début 97, il explique que l'aluminium est un poison qui ne doit pas dépasser la dose de 15 microgrammes par litre de sang pour que l'on se porte bien. Et il explique qu'une altération des fonctions cérébrales se manifeste à partir de 60 microgrammes. Et qu'à partir de 100 microgrammes par litre de sang, eh bien, les dégâts neurologiques sont irréversibles. Et c'est l'encéphalite spongiforme avec exactement, précisément la description des troubles anatomopathologiques de l'encéphalite spongiforme, et puis la maladie d'Alzheimer et beaucoup d'autres maladies, bien sûr. En 1994, lorsqu'on a lancé la campagne de vaccination hépatite B, eh bien, toutes les injections vaccinales comportaient la présence d'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire la forme la plus toxique de l'aluminium, mais tenez-vous bien, à la dose de 1250 microgrammes. Je vous rappelle, 100 microgrammes par litre de sang, et les dégâts sont irréversibles. Eh bien, il y avait 1250 microgrammes par seringue d'injection dans chaque tétracoque, dans chaque... C'était des doses hallucinantes. Quand vous imaginez qu'un bébé a moins de 1 litre de sang dans son corps, et il reçoit avant l'âge de 9 mois 4, 5, 6 injections, où chaque fois il y a 1250 microgrammes d'aluminium. Réalisez l'impact de cette histoire-là, quoi. Et le docteur Garnier explique dans son article que cet aluminium ne s'évacue jamais. Il reste stocké dans l'organisme parce que l'organisme le confond avec le fer et le prend donc pour une substance utile. Donc c'est absolument catastrophique. Et là, oui, j'ai vraiment compris pourquoi les vaccins sont nocifs. Et en même temps, j'ai compris quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que c'est la présence de ce poison qui donne aux vaccinations une apparente efficacité. Mais là, c'est toute une histoire et nous en reparlerons plus tard, lors d'une prochaine vidéo. Arrive alors l'année 1994, et l'année 1994, c'est le lancement de la campagne de la vaccination hépatite B dans les collèges et les lycées de France. Et c'est alors que je suis entré vraiment en lice
dans cette guerre contre les vaccinations, que j'avais commencé de façon très, très calme jusque-là. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que le vaccin hépatite B est un vaccin complètement révolutionnaire. Il y a toujours le même adjuvant de l'immunité, on l'a vu, mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est un vaccin qui est fabriqué par génie génétique. Et ça, c'est la première fois. Jamais aucun autre vaccin jusque-là n'a été proposé avec ce mode de fabrication. Les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit l'Institut Pasteur, le laboratoire Smith Kline Bicham, etc., reconnaissaient alors de façon tout à fait notoire et officielle qu'il ne serait possible de juger de l'intérêt et de l'efficacité de cette campagne de vaccination et de son éventuelle nocivité que 20 ans plus tard. Ça veut dire que l'État français, qui a payé la campagne publicitaire en faveur de ce vaccin, qui a payé la vaccination, eh bien, l'État français devenait l'expérimentateur des laboratoires par rapport à cette nouvelle vaccination, à ce nouveau type de vaccin. Et là, c'était quand même, à mon avis, excessif parce qu'on utilisait nos enfants, et je suis moi-même père de nombreux enfants, donc pour moi c'est important, on utilisait nos enfants comme cobayes. Donc là, je suis vraiment entré en lice et de la manière la plus simple possible. Je me suis dit, je vais simplement écrire à mes confrères pour leur expliquer que peut-être il faudrait être prudent. D'autant plus que le code de déontologie médicale nous interdit d'utiliser des procédés thérapeutiques qui ne sont pas suffisamment éprouvés. Voilà, donc j'ai écrit à tous les médecins, tous mes confrères du Vaucluse, spécialistes ou généralistes, pour leur recommander la prudence. Donc c'était une longue lettre qui certainement a dû les saturer un peu et les fatiguer, mais bon, il faut reconnaître, j'étais encore relativement jeune. Voilà. Et évidemment, c'est un travail colossal de faire un routage de lettres comme ça sur je crois, largement un bon millier de médecins. Et par conséquent, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais après tout, c'est idiot, parce que le Conseil de l'Ordre, qui est le garant du Code de déontologie médicale, édite une revue qu'il donne à chaque adhérent au Conseil de l'Ordre, et donc il pourrait très bien prendre le relais et diffuser l'information par sa revue. Et donc j'ai écrit au Conseil de l'Ordre en lui demandant donc de diffuser cette information. Et la réponse de cette institution a été tout à fait éloquente puisque le Conseil de l'Ordre a déposé plainte contre moi devant le Conseil de l'Ordre. Pendant 2 ans, les plaintes se sont succédées parce que, évidemment, les médecins avec qui j'ai écrit ont été étonnés, se sont plaints au Conseil de l'Ordre qui a répercuté ces plaintes sur moi. Et puis, moi, j'ai répondu aux plaintes et il y a eu un échange de courriers qui a été assez dense et c'est vrai que j'étais pas tendre et je répondais de façon des fois très énergique. Je proposais bien sûr des arguments scientifiques. Et chaque fois que je proposais un argument scientifique, il me répondait « Mais monsieur, vous êtes insolent ». Ou bien il me répondait « Monsieur, nous ne sommes pas compétents sur le plan scientifique ». Ce qui est étrange. Voilà. Et tout ça a fini par une comparution en règle à Marseille devant les instances régionales du Conseil de l'Ordre. C'était en novembre 1995. Et ce verdict, c'était la radiation à vie. Bien sûr, pas pour la moindre faute professionnelle, mais pour délit d'opinion, puisque je n'étais pas en accord avec cette campagne de vaccination systématique qui prenait nos enfants comme cobayes. Alors lorsque j'ai reçu ce verdict, auquel je ne m'attendais absolument pas, je pensais à un avertissement, un blâme éventuellement, mais pas au-delà, eh bien j'ai fait appel de cette décision devant les instances nationales, ce qui est suspensif, c'est-à-dire que je restais toujours, j'avais toujours l'autorisation d'exercer, mais en même temps, je me suis dit, je ne peux pas rester membre de cette institution, parce que vraiment, moralement, c'était inacceptable pour moi. Et donc, j'ai démissionné. Et j'ai démissionné à la date où prenait effet, logiquement, ma radiation, c'est-à-dire au 1er avril 1996. Alors, il faut être bien clair. Je suis toujours docteur en médecine. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Il faut savoir que mon diplôme a été reconnu par les autorités espagnoles depuis mon exil
à Madrid, enfin en Espagne. Et donc là, il n'y a aucun problème. Mais je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Voilà, c'est pas la même chose. Je suis toujours docteur en médecine. En principe, quand on fait appel, comme ça, on est jugé ensuite par les instances nationales. Et la plupart des médecins, lorsqu'ils font appel pour une plainte, eh bien, il faut 3 à 4 ans de délai pour comparaître au niveau national. Eh bien, pour moi, 6 mois après, je comparaissais à Paris et là, la condamnation a été confirmée. Alors que je ne faisais plus partie de cette institution et donc ils n'étaient plus compétents pour me juger. Mais ils ont confirmé néanmoins la radiation à vie pour délit d'opinion. J'avais joué à Don Quichotte, je me suis retrouvé sans le sou, mais bien sûr libre. J'ai eu l'impression que des écailles me tombaient des yeux. C'est étonnant, mais 5 ans auparavant, un de mes clients m'avait donné des photocopies des brochures du docteur Hammer sur la dimension psychosomatique des cancers. Et ces photocopies étaient dans une enveloppe ouverte sur mon bureau et je ne m'étais jamais autorisé à les lire. C'est comme si je n'avais pas le droit, aussi longtemps que j'étais membre de cette institution qu'est le Conseil de l'Ordre. Eh bien, en quelques mois après ma radiation, j'ai découvert, bien sûr, en 97, la cause de la nocivité des vaccins, mais j'ai découvert aussi l'impact de la vitamine C et son intérêt. J'ai découvert les microzymas et le professeur Antoine Béchamp. J'ai découvert la dimension psychosomatique des maladies et bien d'autres choses encore. Mais l'Ordre des médecins n'en est pas resté là. Les plaintes, les convocations à la gendarmerie avec procès-verbaux, perquisitions, etc. se sont multipliées. Un procès pour exercice illégal de la médecine parce que je continuais à rédiger des certificats médicaux de contre-indication vaccinale gratuitement, bien sûr. Bon, et puis le bouquet final, ça a été un contrôle fiscal. Et à l'époque, bien sûr, je n'avais plus aucun revenu, je n'avais plus de comptabilité, je n'avais même pas de compte en banque. Je travaillais logé, nourri pour des associations qui, elles, étaient parfaitement en règle. Mais selon l'inspecteur des impôts, je devais avoir des revenus occultes, soi-disant, puisque j'ai été redressé sur la base de mes revenus de médecin d'avant la radiation. Alors, bien sûr, ce redressement ne m'a pas beaucoup affecté sur le moment. Le contrôle fiscal était beaucoup plus pénible à supporter pendant des semaines et des mois à discuter avec cette personne. Mais de toute façon, apparemment, il ne pouvait rien faire. Et je l'ai cru jusqu'au 30 octobre 2002 où j'ai reçu un avis de contrainte par corps. C'est-à-dire que je partais en prison si je ne payais pas ce redressement fiscal complètement illégitime et injustifié dans la semaine qui suivait. Et par conséquent, à la Toussaint 2002, nous avons ramassé, mon épouse et moi, quelques affaires et nous avons émigré de l'autre côté de la frontière, en Espagne, à Agudiana. Alors, parmi les grandes découvertes que nous avons fait, mon épouse et moi-même, depuis 2002, depuis que nous sommes à Agudiana, il y a d'abord et avant tout toute la dimension de la biologie microscopique avec les découvertes du professeur Antoine Béchamp autour des microzymas qui sont confortés aujourd'hui par les biologistes modernes, ce qu'ils appellent les nanobactéries. Et puis, il y a bien sûr l'approfondissement de la dimension psychosomatique des maladies. Et le troisième volet extrêmement important, c'est la notion de terrain. La notion de terrain, un terrain que l'on peut mesurer par la bioélectronique et qu'on peut améliorer de façon considérable avec l'adjonction de vitamines, d'antioxydants, vitamine C, vitamine E, etc. En résumé, on peut dire qu'il m'aura fallu 25 ans pour quitter le berceau de la médecine officielle. Et il m'a fallu 15 ans pour mettre au point une synthèse qui reprend à la fois tout ce qui est valable et qui reste valable dans la médecine officielle, et puis la dimension psychosomatique, et puis la microscopie, la biologie à partir des découvertes du professeur Antoine Béchamp, et la notion de terrain et de vitamines.
La mafia médicale est sûrement un peu l'envol, si je peux ainsi m'exprimer, de toute cette démarche de conscience dans laquelle je suis. C'est un livre que j'ai écrit, qui a été lancé en 1994. Alors que j'avais 25 ans de pratique de médecine derrière moi. Et je l'ai écrit parce que ça m'a pris plusieurs années à mettre ensemble les différents morceaux, le puzzle médical du fonctionnement de la santé, ce qu'on appelle la santé. Réaliser que ce n'est pas de la santé, mais que c'est de la maladie. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais il faut que je le dise. Je ne peux pas ne pas le dire. Tout le monde trouve que le système ne fonctionne pas. Personne n'est content, les médecins, les patients, le gouvernement, pour différentes raisons. Personne n'est content et on continue à avancer dans ce système et personne ne semble comprendre. On a l'impression d'être sur un navire à la dérive. Capitaine, on ne sait pas trop qui c'est. Moi, j'ai senti d'écrire un livre et puis de dire comment ça fonctionne. C'est strictement ça, la mafia médicale. Comment ça fonctionne? Que c'est un système de maladie qui est entièrement contrôlé derrière le rideau de la scène politique par les financiers. Et donc, il faut penser financier. Mettez-vous toujours dans la peau d'un financier. Un financier, il faut qu'il fasse de l'argent. C'est sa fonction. Et tout ça, c'est des pièces de théâtre. Il faut bien réaliser qu'on est dans une pièce de théâtre monumentale et qu'un financier, c'est fait pour faire de l'argent. Donc, est-ce que vous pensez que des gens en bonne santé, c'est payant? Non. Alors, il faut donc que les gens soient malades. S'ils sont malades, qu'on les rende plus malades, et s'ils ne sont pas encore malades, qu'on les rende malades. Et ça, c'est le système de santé. Les médecins ne le savent pas. Les patients ne le savent pas. Personne ne s'en rend compte. Mais c'est comme cela que ça fonctionne. Si vous allez un petit peu creuser, vous allez trouver, entre autres ici au Québec, c'est très intéressant, le système de santé depuis le début de l'assurance maladie est contrôlé par une seule personne qui s'appelle Claude Castonguay. Claude Castonguay, qui est-il? Un banquier et un assureur. Alors, c'est un banquier qui mène le système de santé. Alors, il était là au moment de l'instauration du système. Il était là au moment de la mise en place de l'assurance médicaments. C'était lui qui dirigeait la commission. Il était là encore tout dernièrement comme grand chef de la commission qui porte son nom, la commission Castonguay, où il ouvre la porte toute grande à la privatisation. Alors, il a fait le système public, il l'a défait pour que ça ne marche pas, pour le privatiser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais ne cherchez pas, il y a toujours de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En faisant un système public, on a fait un monopole public. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? On a fait un monopole public, ce qui fait que tout le monde a dit « Oh, chic alors, tout le monde va pouvoir avoir accès aux soins de santé, c'est superbe. » Après, une fois que le monopole public est fait, vous faites le chaos, vous créez, vous coupez, comme ils ont fait, vous coupez les subsides, les postes, vous coupez les budgets des hôpitaux, des services, et, pardon, et donc à ce moment-là, vous créez le chaos et vous arrivez à la rescousse, vous amenez le sauveur qui s'appelle la privatisation. Et la privatisation, c'est quoi? C'est l'établissement d'un monopole privé. Le monopole était déjà fait. Il suffisait de le privatiser. Alors que si en 70, Claude Castonguay avait proposé un monopole privé, la population aurait hurlé. Il fallait le faire progressivement. Et ça, tout est comme cela. Je vous dis celui-là, cet exemple, parce qu'on l'a en ce moment en pleine figure une fois de plus. Mais c'est la même chose. Donc, j'ai réalisé que
Le système médical était donc un système qui était un système de maladie et qui était fait pour rendre les gens malades. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis une femme pratique. Je veux toujours savoir, il faut qu'il y ait une solution. OK, on voit le problème, on comprend comment ça se passe. Où est la solution? Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est intéressant, on parle toujours du corps médical. Mais je n'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Si un corps, il doit bien y avoir une âme. Ça va toujours de pair. Mais je n'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Et qu'est-ce que c'est que l'âme médicale? Bien, l'âme médicale, c'est la raison d'être, l'essence du corps médical. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Alors, pas d'âme, pas de corps. Le corps est toujours secondaire à l'âme. Et le corps manifeste l'état de conscience de l'âme. Alors, je me suis posé la question, si le système de santé est malade, c'est que c'est inversé. Le corps n'est pas au service de l'âme, mais c'est l'âme qui est au service du corps. Alors, le corps se fiche éperdument du malade. Ce qui compte, c'est qu'il fonctionne, mais il se fiche du malade. Donc, il y a une séparation. Et le système est à l'envers. C'est pas l'âme qui mène, mais c'est le corps qui mène et l'âme qui est laissée pour compte. Voilà donc pourquoi le système de santé est malade, mais ça ne s'applique pas seulement au système de santé, ça s'applique à l'individu. L'individu est malade, et là, ça m'a ouvert une toute autre perception de la maladie, est malade dans son corps parce qu'il est disjoncté de son âme. Alors ça, j'ai plus vu du tout la maladie de la même façon, et que la maladie dans le corps n'est que la manifestation de mon état d'inconscience dans mon âme. Alors à partir de là, j'ai dit, ben, oublions le corps, arrêtons de nous occuper du corps, c'est pas ça qui est important, occupons-nous de l'âme, de la conscience, et le corps le manifestera. Alors, plus je m'élève en conscience, plus je deviens consciente de qui je suis, parce que c'est ça la réalité, de qui je suis vraiment, plus mon corps est en bonne santé. Et ça m'intéressait. Parce que je me disais, si j'ai appris la maladie à l'université, dans mon cours de médecine, si c'est ça que j'ai appris, mais qu'est-ce que c'est que la santé? Et ça, on ne nous l'enseigne pas. Et la santé, c'est directement, spécifiquement, l'état de conscience de qui je suis. Et là, évidemment, on ouvre la grande porte. Qui suis-je? Qui suis-je? Je pense depuis toujours et depuis des milliers d'années, et quand je dis je parle en tant qu'individu, qu'être humain, l'être humain se prend pour une pauvre créature, impuissante, d'un créateur extérieur, quel qu'il soit. Ce créateur peut être par exemple les parents. Les parents nous créent. Ça peut être le bon Dieu. Le bon Dieu aussi nous crée. Ça peut être l'accident de voiture que j'ai. Bien, le créateur, c'est l'autre automobiliste qui m'est rentré dedans. C'est pas moi. Je peux avoir une mauvaise récolte. C'est la pluie qui fait que la récolte n'est pas bonne. Ou les insectes. Ou le manque de soleil. Voyez-vous, c'est toujours à l'extérieur. Et moi, parce que moi, je ne suis qu'une pauvre créature de facteurs, de créateurs extérieurs. Alors évidemment, c'est pas drôle. Et ça amène quoi comme conséquence? Puis évidemment, j'ai peur. J'ai toujours peur de ce qui va m'arriver parce que ça vient de l'extérieur. Alors je sais pas, de là, tous les rituels qu'on connaît, des rituels religieux, sataniques, quels qu'ils soient, c'est pas grave, d'offrandes. On fait des offrandes
au Créateur, à l'Esprit Créateur, pour qu'il soit de bonne humeur, qu'il soit bienveillant et que ça aille pas trop mal, et le mieux possible. Alors voyez-vous, ça là, c'est ancré dans nos mémoires cellulaires depuis des millénaires. Et on fonctionne comme ça, dans la peur. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a peur? Ben, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit, et j'appelle ça le syndrome du mouton, on est des moutons, parce que le mouton symbolise la peur. Qu'est-ce que vous faites un mouton si vous voulez le faire partir de ce côté? Vous lui faites peur par là, il va se sauver par là. Ah, puis vous dites, ah ben non, maintenant on change de direction, c'est très simple, vous lui faites peur par là, puis il part par là. Vous faites exactement, vous faites faire ce que vous voulez à des moutons, à des gens qui ont peur. S'ils commencent à se rebeller un petit peu, ben vous leur faites plus peur, et là, allez, hop, ils reviennent, des bons moutons dociles, obéissants. Et donc, il est très facile de contrôler la population en leur faisant peur. C'est extraordinaire. Un exemple qui est fabuleux, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce qu'on a parlé de la mafia médicale, c'est les vaccins. Les vaccins. Alors, qu'est-ce que c'est que les vaccins? Les vaccins, c'est la peur de la maladie, des microbes. Hein? Les microbes sont méchants, des ennemis extérieurs. Ils vont me créer une maladie. Voyez-vous encore le créateur extérieur qui va me rendre malade. Alors, comme j'ai peur des microbes, eh bien, je me prépare. Et je me fais toutes les histoires idiotes qu'on répète de faire des bons petits soldats qui sont prêts à la guerre. Vous voyez toujours la guerre, la peur, la guerre, la division, la séparation. Et donc, je vais me faire inoculer la maladie, mais atténuée, des microbes, mais pas trop méchants. De telle façon que si jamais il y a des gros microbes méchants qui viennent, bien, je vais être prête. Mes petits soldats intérieurs vont être prêts à faire face à l'ennemi extérieur, créateur extérieur d'une maladie possible. Et de là est née la vaccination. La vaccination qui consiste, écoutez, c'est d'une bêtise monumentale, qui consiste à rendre malades des gens qui sont en bonne santé. Pour qu'un jour, si jamais ils sont malades, ben ils soient prêts. Est-ce qu'on peut être malade? Est-ce qu'on peut être prêt à être malade? C'est un non-sens. C'est pas possible. Alors, c'est la vaccination. Et quand je compare toujours, on est dans un triangle. Hein, ce triangle infernal du mouton, donc. Et le mouton, ben, il faut qu'il ait peur de quelque chose qu'on appelle le loup, hein, qui est le méchant. Et puis, il y a le bon pasteur qui le sauve, le berger, qui vient protéger puis sauver le mouton. Alors voilà le triangle dans lequel on tourne tout le temps. Et fait intéressant, les vaccins ont été inventés par un dénommé Pasteur. Par hasard. Mais Pasteur était tout à fait, toutes ses recherches étaient fausses, c'était un menteur, un tricheur, il volait les idées des autres. Puis c'est prouvé, quand je vous dis ça, c'est des choses prouvées. Mais ça a été retenu et ça a été évidemment très lucratif et ça l'est de plus en plus. C'est inutile de vous dire que quand vous n'arrêtez pas d'assommer des gens avec des petites maladies, ben vous les fatiguez, on fatigue le système. Et là, les enfants sont pris avec des maladies qu'on trouve chez des personnes âgées. Puis on continue. Une bêtise de rendre quelqu'un qui est en bonne santé malade. J'ai encore pas compris. Alors ça, c'est un des exemples que je donne, et ça a été le grand reproche, le grand scandale de la mafia médicale, que je parle de ce que j'ose lever le drap sur la vaccination. Alors la vaccination, comme on en dit quelques mots,
Oui, c'est très, très, très lucratif, mais c'est bien au-delà de cela. Et c'est pour ça que c'est une vache sacrée à laquelle il ne faut pas toucher. Ça permet des génocides ciblés. Vous pouvez très bien détruire des populations de façon ciblée avec la vaccination. Vous pouvez créer des maladies de toute une population d'un pays par la vaccination. Alors, vous pouvez, également, c'est une arme biologique fantastique. Alors, c'est bien au-delà de seulement l'aspect financier, bien que celui-ci soit très, très important. Toute cette démarche m'a amené à réaliser que c'est l'âme qui mène et que le corps suit. Le corps est une illusion, est une manifestation de l'état de conscience de l'âme. Je m'explique. L'exemple que je donne souvent, c'est les arbres debout qui se reflètent dans l'eau. Alors, on voit très souvent les deux images qui sont aussi claires l'une que l'autre, à un point tel qu'on a l'impression que les arbres dans l'eau sont vrais. Mais ils ne sont pas vrais. Eh bien, c'est la même chose. Les arbres dans l'eau, c'est l'équivalent du corps. C'est la manifestation que je vois, que je peux entendre, que je peux toucher, que je peux mesurer. Mais ça n'est pas vrai. La seule réalité, et c'est ça qu'il y a d'important, la seule réalité, c'est l'être. C'est les arbres debout, c'est-à-dire les vrais arbres, c'est l'être. Et cet être, c'est l'esprit créateur qu'on a toujours mis à l'extérieur et qui en réalité est à l'intérieur de toute chose. Cette séparation de l'être et de l'avoir, de l'âme et du corps, c'est cette séparation qui amène la division et le conflit de l'humanité. Je m'explique. Nous vivons dans la dualité. Il y a deux aspects d'un individu. Il y a l'aspect qui ne se voit pas, qui est l'être, qui est intérieur, qui est invisible, qu'on appelle l'esprit créateur. Et il y a l'autre aspect qui se voit, qu'on appelle l'avoir par opposition à l'être, ou le corps par opposition à l'âme, ou encore la matière créée par opposition à l'esprit créateur. Or, cet esprit créateur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, a toujours été extérieur dans notre conscience. On a toujours pensé qu'il était à l'extérieur, et la réalité, c'est qu'il n'est pas à l'extérieur, mais il est inhérent, c'est-à-dire à l'intérieur de toute chose, de tout objet, de toute personne, de tout animal. Il est à l'intérieur de tout. Et donc, la conscience de la réalité, l'éveil de conscience à la réalité, c'est de prendre conscience, de réaliser que je suis l'esprit créateur, qui n'est pas à l'extérieur de moi, mais qu'il est à l'intérieur de moi. Et de là, je comprends le mot individualité. Le mot individualité, si on le sépare en deux, dualité veut dire qu'il y en a deux. Il y a l'être et l'avoir, l'esprit et la matière. Mais indivis veut dire qu'ils sont indivisibles. Ils ne font qu'un, ils sont un. Et c'est donc le même. Il n'y en a pas deux. Que l'esprit créateur intérieur manifeste la matière créée à l'extérieur.